Je suis avec Édouard. On a raté notre rendez-vous de la semaine dernière car tu étais en mission à Lugansk. Non, Eric, à Budapest. C'est presque la même chose. Et c'est le début. Oui, mais tu vois, j'ai la chemise blanche de BHL, mais je n'ai pas encore le casque. Bon, et on te payera un casque. Est-ce que l'Ukraine est en train de perdre la guerre ? Alors, il y a, je crois, deux choses à voir. La première, c'est que, effectivement, les médias occidentaux, subventionnés, possédés par les très grandes entreprises, ont changé de ton depuis une semaine. Il y a une semaine encore, on nous expliquait que livrer des chars à l'Ukraine, ça allait permettre de reconquérir la Crimée. Et puis, tout d'un coup, on a vu, et nous nous en sommes fait écho dans le courrier des stratèges cette fin de semaine et ce matin, on a vu une façon unanime de dire ah ben finalement l'Ukraine pourrait ne pas reconquérir la Crimée. Traduisez, l'Ukraine est en train de perdre la guerre. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie période d'interrogation, puisque pour les États-Unis, la question c'est de savoir s'ils mettent les moyens pour que la Russie n'arrive pas à gagner la guerre. Jusqu'à maintenant, les livraisons d'armes ont permis de maintenir de tenir en échec, on va dire, les offensives russes, relativement. Et maintenant, la question, c'est de savoir si on va jusqu'à mettre le paquet, sauf que ça voudrait dire un engagement direct des États-Unis, et les États-Unis ne sont pas prêts à s'engager directement, à envoyer des troupes sur le terrain. Ça veut dire quoi, mettre le paquet, en fait, concrètement ? Ben, ça veut dire que aujourd'hui, la Russie a massé des troupes en Biélorussie, en particulier, et dans les territoires déjà conquis d'Ukraine, et qu'on annonce une offensive massive pour la deuxième quinzaine de février. Alors, quelle est la part de l'intox, quelle est la part de la réalité, ça il faut voir, mais la réalité c'est que l'OTAN sait très bien que si la Russie lançait une sorte d'offensive finale, en gros pour obtenir pour reconquérir les territoires des 4 républiques qui doivent devenir russes, suite au résultat du référendum, à ce moment-là, il faudrait mettre en face des moyens extrêmement conséquents, par exemple des chars, par exemple des avions, par exemple des missiles à longue portée, et que, en l'occurrence, les États-Unis hésitent beaucoup à franchir ce pas, parce que ça voudrait dire, au bout d'un moment, vu l'état d'épuisement de l'armée ukrainienne, ça voudrait dire, au bout d'un moment, que les États-Unis sont directement en guerre avec la Russie, et à ce moment-là, plus personne ne contrôle quoi que ce soit. Prends le temps de bien toucher. Vas-y. Ça va là. Est-ce que ça signifie que les États-Unis vont devoir prendre acte et faire prendre acte au monde d'une forme d'impuissance, qui est qu'au fond, ils ont annoncé plein de belles choses, mais au moment où la confrontation arrive, ils ne sont pas en mesure de pousser leur engagement jusque là où il faudrait pour gagner. Alors, ça pose effectivement une question qui oblige à mettre en perspective. Les États-Unis ont déclenché la guerre en Irak, en Libye, en Syrie. Ils ont fait la guerre du Kosovo. Et à part la Syrie, on va y revenir, ils ont eu l'air de gagner. La Syrie, élément important, ils n'ont pas réussi à gagner. Il y a eu une intervention russe à partir de 2015, en gros. Et d'ailleurs, entre nous, c'est plus les Russes qui ont détruit Daesh que les Américains. Mais donc... Aussi parce que les Américains avaient une relation ambiguë avec Daesh, ISIS... Oui. Et puis parce que les Américains soutenaient des milices islamistes fondamentalistes pour abattre le régime d'Assad.
Alors ensuite, on ne va pas porter le jugement de valeur, mais toujours est-il que ce sont les Russes qui, de facto, ont démantelé l'appareil militaire de l'État islamique, de Daesh. Si on regarde ça, on se dit finalement, la guerre d'Ukraine, c'est la première fois que les États-Unis font face à une puissance militaire qui est en mesure de leur résister. Et c'est bien ce qui s'est passé, parce que beaucoup ont glosé sur le fait que les Russes avaient l'air de ne pas avancer, ils n'ont pas conquis Kiev, ça a l'air lent, ça fait presque un an que ça dure. On est aujourd'hui au 345e jour de la guerre, donc c'est pratiquement un an. Bon, il n'empêche que tout le monde avait pronostiqué que l'armée russe allait s'effondrer. L'armée russe ne s'est pas effondrée. Deuxièmement, tout le monde avait pronostiqué que l'économie russe allait s'effondrer. Surtout notre grand ministre de l'économie. Dont les compétences sont reconnues de tous. Voilà. L'économie russe ne s'est pas effondrée. Donc les États-Unis se trouvent devant un dilemme, je pense. C'est, est-ce qu'on s'engage plus? Mais la réalité, c'est que la Russie étant une puissance nucléaire, disposant, outre cela, de l'arme hypersonique, ça devient extrêmement dangereux et non maîtrisable. Ou alors, est-ce qu'on accepte qu'il y ait une forme de partition de l'Ukraine et en essayant de limiter la part d'Ukraine que les Russes vont conquérir. Et c'est là qu'on est au cœur du débat actuel, puisque le Pentagone nous explique qu'il faudrait négocier tout de suite, et après tout, c'est une position assez intelligente, puisque les Russes n'ont pas encore établi ce que je pense depuis le départ, qui est la ligne qu'ils visent, qui va de Kharkov à Odessa. Il leur faut encore quelques semaines, quelques mois d'opération militaire pour ça. Donc il faudrait négocier maintenant. Au-delà du Dniepr. Donc même au-delà du Dniepr, voilà, même au-delà du Dniepr, mais en même temps en disant on ne veut pas plus de l'Ukraine que ça. On veut pas polonaise. Voilà, on veut pas l'Ukraine de l'Ouest. Bon. Et donc il faudrait négocier maintenant puisque ça permettrait d'arrêter les Russes. Sauf qu'il y a un parti de la guerre aux États-Unis, ce sont les néocons et d'autres, et qui disent non, il faut continuer parce qu'on va faire s'effondrer la Russie. C'est pas simplement Poutine qui va chuter, c'est l'économie russe et on va réussir à faire valoir les intérêts occidentaux. Sauf qu'on voit bien que cette prophétie ne se réalise pas et que les Russes continuent lentement mais sûrement à grignoter du territoire. Par exemple, hier, on a appris que dans la région de Liman, on se rappelle que les Russes ont dû se retirer de Liman en septembre parce qu'il y avait une offensive de l'armée ukrainienne. Là, ils sont en train de reconquérir le terrain, lentement mais sûrement. On apprend aussi ces jours-ci que le fameux bataillon, enfin le fameux régiment Wagner n'est plus qu'à 6 rues du centre de Bakhmout, d'Artyomovsk. On apprend que C'est un vrai régiment c'est une armée, on va dire, de mercenaires, de professionnels. Il y a combien de personnes dans ce... Ah, c'est gigantesque, Wagner, maintenant. C'est devenu... c'est combien gigantesque? C'est devenu une véritable industrie. C'est-à-dire on doit être je peux faire une erreur, mais enfin, on doit être à peu près à 100 000 hommes. Ah bon? Donc, c'est tout à fait considérable. Et qui sont en plus aguerris, parce qu'ils sont intervenus en Syrie. Ils ont une vraie expérience du combat. Ils sont au combat en Ukraine depuis des mois. Et là, dans le Donbass, c'est eux qui sont en première ligne. Alors on a dit pendant longtemps ce sont des mercenaires, ce sont des gens tout à fait dangereux, etc. Oui, mais il n'empêche que il y a une expérience du combat qui a été accumulée et que leur loyauté vis-à-vis de la Russie qui les emploie a l'air à toute épreuve. Donc aujourd'hui, ils sont à quelques rues du centre de Bakhmout, à Artyomovsk. Et à partir du moment où Bakhmout, Artyomovsk tomberait, à ce moment-là, c'est l'ensemble du Donbass qui passe en quelques semaines sous domination russe. Donc, on a vraiment une situation paradoxale. Une partie des élites américaines dit il faut continuer la guerre à tout prix. Une partie dit il faudrait négocier maintenant parce qu'après ce sera trop tard. Je pense que c'est le deuxième groupe qui a raison, mais il y a des dynamiques de pouvoir qui sont en jeu, d'autant plus que
tout le monde sait maintenant, c'est une autorité publique, que Joe Biden est un président faible. On n'est même pas sûr qu'il ait les moyens physiques de gouverner plus de quelques heures par jour. Donc on a une situation où les Russes finalement profitent d'une faiblesse de la gouvernance américaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette histoire de ballon météorologique où on ne sait pas trop quoi, chinois qui survolait les États-Unis? Alors, je n'ai pas plus d'informations que ce qui a été révélé dans les médias. On a une histoire visiblement assez rocambolesque. On nous explique qu'il y a eu des missiles engagés pour détruire un ballon dirigeable chinois soupçonné d'espionnage. En même temps, maintenant on nous explique que la marine américaine est mobilisée pour regrouper, rassembler, collecter les morceaux du ballon dirigeable qui auraient été dispersés dans la mer. Tout ça ne fait pas très sérieux. Après tout, on nous explique d'autre part qu'il y aurait eu de tels ballons dirigeables survolant le territoire américain depuis longtemps. Qu'est-ce qui empêchait les Américains d'envoyer un message soit par l'ambassade de Chine, soit directement à Pékin en disant « arrêtez ça ». On sait très bien que ce ne sont pas des observations météorologiques, que c'est de l'espionnage. Pourquoi maintenant? Est-ce que ça veut dire qu'au moment où il doit y avoir des discussions au plus haut niveau entre Washington et Pékin, il y a des gens à Washington qui ont intérêt à faire échouer l'entente entre Washington et Pékin? Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne sais pas si les Américains se rendent compte qu'ils sont en train de devenir la risée du monde. Parce que si la seule performance militaire américaine, c'est de pouvoir, avec des missiles et avec des avions, abattre un ballon dirigeable chinois, ça fait douter quand même de la puissance militaire réelle des États-Unis. Et je crois que, plus sérieusement, ça nous met sur un terrain tout à fait important pour la suite. Les États-Unis dépensent 800 milliards par an pour leur défense. Les Russes dépensent 70 à 80 milliards par an. Or, il semble actuellement, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain en Ukraine, que les Russes sont plus efficaces que l'armée ukrainienne équipée par les Américains. Ça pose une vraie question sur l'allocation des moyens décidés par le Pentagone. Ton sentiment, c'est que durablement, le monde est en train de se désaméricaniser, ou que la Pax Americana, comme on disait à une époque, est en train de s'effriter, qu'on rentre dans un monde dit multipolaire? Alors, je crois qu'effectivement, au Courrier des stratèges, nous avons essayé d'examiner sérieusement ce qui apparaissait comme des évidences pour tout le monde. On nous expliquait que la Russie allait s'effondrer, que l'armée ukrainienne allait gagner la guerre facilement, etc., etc. En fait, ce qui nous guide depuis un an, c'est l'observation à partir de sources qui nous parlent du terrain, et nous sommes arrivés à des énoncés certes prudents, mais bon, l'armée russe ne s'est pas effondrée, l'économie russe ne s'est pas effondrée. Donc c'est très loin de la certitude qui remplit beaucoup de nos médias, qui anime beaucoup de nos experts, et on parlait de notre bien-aimé ministre de l'économie tout à l'heure. Rappelons-nous quand même, en mars 2022, il nous expliquait qu'on allait faire une guerre totale économique à la Russie, qui allait s'effondrer. Un an plus tard, c'est la France qui se demande comment elle va passer l'hiver, le printemps, comment l'année 2023 va se passer sans trop de soubresauts économiques. Donc, je crois qu'effectivement, il se passe quelque chose d'important, mais objectivement, ça a commencé avant. On n'a pas fait attention au fait que les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas réussi à renverser le régime d'Assad en Syrie. Je ne porte pas de jugement, de valeur. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de vivre sous la tutelle du président syrien. Il n'empêche qu'on nous expliquait qu'il n'y avait aucun doute, au nom des droits de l'homme, on allait renverser ce régime, on allait libérer le pays.
C'est pas comme ça que ça s'est passé. On a plutôt favorisé des mouvements islamistes, à tel point que la Russie a pris peur sur les conséquences que ça pourrait avoir jusque sur son territoire, puisqu'il y a des musulmans qui vivent sur son territoire, qu'elle est intervenue et que c'est elle qui a détruit Daesh. Bon. Et donc je crois que globalement, il faut prendre en compte ce nouveau monde qui est en train d'émerger, où le discours occidental n'est plus pris au sérieux parce qu'il est vu comme trop contradictoire avec la réalité. On nous a expliqué que le monde entier allait sanctionner la Russie. La réalité, c'est que ni l'Amérique latine, ni l'Afrique, ni l'Asie n'ont sanctionné la Russie. On nous a expliqué qu'il y avait un ordre international. Or, la réalité, c'est que sur des modes tout à fait différents, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, on nous explique que l'ordre international, c'est en fait un ordre occidental et qu'on aspire à autre chose. D'où l'expression de monde multipolaire. Ce monde multipolaire, je pense qu'il est à la fois inéluctable et en même temps, c'est là que ça devient intéressant du point de vue européen. Je ne suis pas sûr que nous ayons envie absolument de vivre dans un monde où, par exemple, la Chine de Xi Jinping ait un rôle prépondérant. Ça n'est pas un régime démocratique. Bon, il n'empêche qu'il faut tenir compte du fait que aujourd'hui la Chine de Xi Jinping est un système d'équilibre au niveau mondial. Et par ailleurs, nous demander comment l'Europe peut réussir à exister sans les États-Unis, en disant aux États-Unis et à d'autres, ben non, nous existons par nous-mêmes et précisément, nous ne sommes pas une puissance impériale, nous ne sommes pas une puissance qui veut absolument dominer les autres. En revanche, nous voulons coexister avec les autres et en plus, nous sommes des démocraties. Voilà, je pense, les enjeux du débat de demain. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Volontiers. On va suivre, on rentre dans une phase un peu sensible là, du conflit. Alors oui, d'autant plus qu'on annonce une sorte d'offensive finale des Russes après le 15 février. On nous explique en gros que les Russes veulent finir de conquérir les territoires qui correspondent aux 4 républiques qui ont voté par référendum le fait d'adhérer à la Russie, et que par ailleurs, les Russes voudraient aller jusqu'à Odessa pour faire la liaison avec la Transnistrie, et même on nous parle dans certaines indiscrétions, on nous parle de la volonté d'aller jusqu'à Kiev pour simplement imposer une volonté au gouvernement de Kiev qui ne veut pas négocier. Il y a beaucoup de spéculations là-dedans, il peut y avoir beaucoup de désinformation. Toujours est-il qu'il est probable que nous entrons dans la phase décisive de la guerre et il va falloir la commenter, l'interpréter et se rendre compte de ce qui se passe de notre point de vue d'Européens qui malheureusement sommes actuellement qui subissons l'histoire plutôt que d'en être des acteurs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Eric.